Ah bah là, il y a le son. Voilà, là, il y a le son. Ah, Et voilà. Oui. Non, je vais arrêter de dire des gros mots. Donc je reprends. Commencez à repartager du coup cette revue de presse. Désolé hein, avec ce bug de début. J'espère que ça va tenir bon. Je ne sais pas comment. C'est reparti, donc dites à tout le monde, à ceux qui sont partis de revenir, c'est reparti. Partagez le lien, abonnez-vous, n'hésitez pas, parce qu'on va passer un grand moment de poilade en compagnie d'Olivier Dussopt et d'Amélie de Montchalin. Tadam. Bonjour, oui, les cabinets de conseil, c'est super bien en fait. Vous comprenez rien, vous êtes trop con de toute façon. C'est bien pour ça qu'on a fait appel à des cabinets de conseil. On dirait Chucky la poupée tueuse, putain. Non mais c'est un truc de dingue. Et Dussopt, bon bah lui il est comme ça. Alors donc ce que j'essayais d'expliquer piteusement avant que tout coupe, c'était que donc on a Amélie de Montchalin dont le mari a bossé jusqu'en 2020 pour le Boston Consulting Group, un des cabinets de conseil pris dans les phares. Donc c'est vous dire un peu l'endogamie hein, de cette caste qui passe du BDE, de l'école de commerce, au cabinet de conseil, au cabinet ministériel, chez Goldman Sachs, chez Rothschild, chez BlackRock, pour revenir te dire ensuite chez Alstom. Et si on vendait tout aux Américains, c'est mes copains. Voilà. Bon, et après il t'explique que non mais nous c'est l'État, hein, on n'attaque pas l'État comme ça, non c'est pas l'État, l'État vous essuyez dessus comme sur un paillasson, c'est assez grave. Et qu'Olivier Dussopt, l'autre lapin qui est comme ça, parce que c'est les lapins crétins quasiment, est visé par une enquête du PNF, hein, du Parquet National Financier pour corruption et prise illégale d'intérêt. Alors je vois pas comment on peut défendre en fait le recours au cabinet de conseil. En fait c'est indéfendable, ça montre simplement que ces gens-là n'ont plus d'estime d'eux en fait. Ils ont mangé la honte, tu vois, ça y est, c'est au-delà de ça. Donc ils sont prêts à raconter n'importe quoi pour garder le pouvoir et garder leur petit statut hein, de bon bourgeois qui t'explique à toi le prolo pourquoi t'es un connard et qu'il faut voter Macron. Alors la campagne de Macron, c'est mort. Hein. Entre les millions planqués par Rothschild sur les paradis fiscaux, même si personne n'enquête dans la presse mainstream, bon, on sait que c'est un banquier d'affaires, on sait qu'il a passé son temps à mentir, à nous prendre pour des cons. Donc là, c'est très grave. Et puis, l'affaire McKinsey-Macron-Gate est encore en trending tweet. Alors, Twitter, c'est pas la France, je suis d'accord, mais on commence à en parler dans le Figaro, on commence à en parler même dans C'est à vous, même dans la télé, ils sont obligés de parler de ces scandales McKinsey. Alors, ils essayent de temporiser, de dire oui, mais vous savez, c'est important de faire appel à des cabinets de conseil qui servent à rien. Hein, ça permet de... Si ça marche normalement... faites un refresh, normalement tout marche là. Là, on est bon. On se croit à l'élection là. Faites un refresh, faites un reboot, invitez vos amis et dites que c'est le moment de venir. La revue de presse marche, ça y est, j'ai un débit particulier mais qui fonctionne. Donc allons-y et n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Voilà, ça remarche, ça fonctionne bien. F5 pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite touche en haut du clavier qui permet de faire appel directement à McKinsey et hop, un consultant apparaît dans votre salon pour refaire la déco. Hein, voilà. Bonjour à tous. Alors, petit florilège quand même qu'on trouve dans le rapport du Sénat, hein, tout ça est publié. Alors, il faut savoir que les macronistes hein, maintenant accusent de complotistes tous ceux qui parlent du scandale McKinsey, hein, y compris Madame Assassi, la sénatrice, hein, qui a sorti ce rapport extrêmement documenté, factuel, qui montre le scandale, hein, qui montre la collusion, qui montre finalement une organisation de captation de la richesse publique par des cabinets de conseil privés qui sont là pour simplement faire de la thune. Voilà, c'est une véritable industrie de la consultation qui émerge depuis ces dernières années. Ça, on est dans la commission d'enquête du Sénat. Hein. La commission d'enquête a identifié au moins une quinzaine d'exemples entre 2018 et 2021, dont le montant total approche les 10 millions d'euros. Bon, là, on est sur un petit truc, hein, 9,86 millions. Il faut savoir que le Sénat, dans son rapport, n'a regardé que 10% de la dépense publique vis-à-vis de ses cabinets de conseil. Donc, en fait, les milliards, il y en a encore plus. Si on cherche, c'est encore plus scandaleux. Voilà, donc le gouvernement recourt massivement au cabinet de conseil. Hein. C'est du jamais vu, hein. Même Sarko faisait pas ça. Ça a plus que doublé. Et après, t'as Amélie de Montchalin qui t'explique qu'on va baisser de 15%. Non, on va baisser de 100% la Macronie. On va passer à zéro, en fait, de Macronie, zéro de cabinet de conseil. Puis on va reprendre les commandes de notre pays que vous avez massacré pendant 5 ans. Et ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, vous irez travailler à New York. Ça se passera bien. Voilà. Alors, le plus drôle, c'est que le gouvernement a fait appel à ces cabinets de conseil pour organiser les consultations sur les priorités politiques dans des délais très contraints. Hein, voilà, c'est comme ça, c'est la formule consacrée. C'est tiens, tu peux m'organiser une connerie là pour occuper les cons. Alors, ce fut le
le cas, par exemple, du grand débat national. Vous savez, quand Macron a fait sa campagne pour les européennes, en prenant les gilets jaunes pour des cons, en allant dans des salles, où on vérifiait bien l'accès aux salles pour être sûr qu'il était devant des Français macronistes pour dire « Oh, monsieur le président, je peux vous voir, vous allez dire un truc super ». Alors, le grand débat national, au moment de la crise des gilets jaunes, entre guillemets, comme l'appelle le Sénat, ça a coûté quand même 2,9 millions d'euros de prestations de conseil. Sur un budget total de 12 millions, parce qu'il fallait assurer la sécurité de Manu, 12 millions. Ça nous a coûté, pour la campagne de Macron, le grand débat national, 12 millions d'euros, dont 9 millions d'euros de prestations de conseil, alors que le but, en fait, c'était que Macron se casse très vite, qu'on fasse l'économie des 3 ans de plus. Dès 2 ans, on avait compris, il fallait pas, les gilets jaunes avaient très vite compris. Non, ça peut pas, il peut pas être président. Non, on a payé 12 millions avec nos impôts pour qu'il nous fasse une entourloupe et pour qu'il soit là encore pendant 3 ans pour nous refaire une entourloupe avant le 10 avril. Le 10 avril, s'il vous plaît, allez voter et virez-moi ça, s'il vous plaît, par décence, par amour pour ce pays, faites un petit geste citoyen, virez Macron. La Convention citoyenne pour le climat, formidable aussi, 1,9 million d'euros. Voilà, payer pour que des Français se réunissent de temps en temps. Ah, ce serait bien si on faisait... Et puis à la fin, Macron dit « Oui, c'est bien, mais je m'en fous en fait. J'ai autre chose à foutre. Alors vous avez bien causé. Moi, j'ai bien dit que j'étais démocrate. Maintenant, rentrez chez vous, allez vous faire foutre. » Il ne l'a pas dit comme ça, évidemment, mais un peu quand même. Pourquoi le parquet national financier ne fait rien? Mais très bonne question. Je crois qu'il est en vacances au ski. Je crois, mais je suis pas sûr. Mais c'est très étonnant. Là, tu dis stop, on arrête la campagne. Et Monsieur Macron, s'il vous plaît, veuillez me suivre. Passez-lui les menottes, s'il vous plaît. Voilà, merci, voilà. Donc, on va vous poser quelques questions, Monsieur Macron. Vous allez rester 48 heures en garde à vue. Nicolas Sarkozy est passé par là, vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal du tout. J'aimerais savoir où sont passés les millions de la banque d'affaires Rothschild et pourquoi vous avez filé autant de millions à vos amis de McKinsey qui ont fait votre campagne en 2017. Parce qu'hier soir, lors de la conférence de presse de ces 2 lapins crétins, figurez-vous qu'aucun journaliste n'a posé la question, mais pourquoi plus de 15 associés de McKinsey ont fait la campagne de Macron en 2017 et pourquoi ceux-ci se récupèrent à avoir autant d'argent qui vient du budget de l'État? Alors, selon ces 2-là, c'est rien, c'est 5% du budget de l'État seulement qui part dans les cabinets de conseil. Une broutille, puisque en Allemagne, pardon, quel lapsus, ou en Grande-Bretagne, c'est beaucoup plus. Ouais, parce qu'ils se raccrochent toujours en disant « Mais en Europe, ils font pire !» Bah oui, évidemment, c'est les mêmes cabinets de conseil qui conseillent les mêmes abrutis des young leaders. Donc évidemment que c'est pire ailleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est que la France reste un beau pays. Un pays où on prend le temps de manger, un pays où on prend le temps de se parler, de faire des blagues, un pays où on se prend pas au sérieux dans des petits costards trop cintrés, un pays où on arrête de dire aux gens « C'est la valeur travail, il faut plus de devoirs que des droits. » Non. On a le droit à la paresse dans ce pays. Puis on a des libertés aussi. Puis vous savez quoi, on est un peu regardé par les autres qui nous envient. Ah, les Français, ils sont tout le temps en vacances, ils mangent bien, merde. Ils savent prendre le temps de vivre. C'est ça la France. Alors on va le garder ce pays. Sans vos cabinets de conseil et vos putains de fiches Excel. Donc attendez, c'est pas fini. Parce que je m'égare, mais je suis très énervé, très très énervé. Mais il y a de quoi. Quand tu vois que ces gens-là, pendant 5 ans, ont maltraité ce pays et les Français, et que c'est un plan européen, puisque c'est les mêmes ailleurs, c'est les mêmes, tu t'en enlèves un, t'en remets un, c'est pareil, c'est des Playmobil, c'est insupportable. Il faut vraiment reprendre le contrôle de nos vies, de nos destinées. Alors, ça paraît illusoire comme ça, c'est presque un poème, mais vraiment, si, ces gens-là sont dangereux. Pourquoi ils sont dangereux? Je continue. Alors, la Convention citoyenne pour le climat, donc 2 millions d'euros pour rien. Ou la concertation relative à l'avenir de l'Europe. Vous en avez entendu parler? Non, moi non plus. Ça a quand même coûté 1,72 million d'euros pour organiser 18 conférences citoyennes dans les régions et une conférence nationale. Voilà. C'est bien payé quand même, la conférence. Moi, non, toi, même Sarko, tu es il fait... Mais dis donc, quand on faisait la surfacturation avec Bim Malian, on était petits joueurs quand même. Que jouait ça? 18 conférences, 1,70 millions. Si j'avais su, j'aurais fait la Bercy Défense Arena comme Macron, avec 30 000 gugus, ça aurait été bien. Attends, c'est pas fini. Tout ça est dans le rapport du Sénat. Et ça, c'est sur les consultations citoyennes. Je ne vous parle pas après des dossiers sur les APL, des millions qui sont partis pour nous prendre pour des idiots. Non, on relève également une prestation. Là, vous allez rire. Attention, vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Non, vous n'êtes pas prêts, mais je vous le dis quand même. Soyez prêts, asseyez-vous, respirez, buvez un coup de café, voilà. Il y a une prestation de 400 397 euros
Alors déjà, tu sais pas pourquoi ça finit par 397 € pour dire non, mais ça fera sérieux. Parce que si tu mets 400 000 tout rond, ils vont voir que c'est une arnaque, enfin, que c'est juste un petit chèque bakchich cadeau. Donc mets 397, ça fera sérieux. Donc 400 397 € ont été versés donc, à un cabinet de conseil pour l'organisation du collectif Vaccin de 35 citoyens tirés au sort par le Conseil économique, social et environnemental et chargés de faire les recommandations sur la stratégie vaccinale. Vous vous rappelez hein? Vous vous rappelez pas? Non, mais c'est comme tous ces trucs, en fait, à la fin, tu dis, ah ouais, c'est vrai, ils ont fait tout ça. 400 000 balles pour mettre en place les 35 citoyens tirés au sort sur la stratégie vaccinale. Il faut savoir que le Conseil économique, social et environnemental avait fait un premier sondage sur la stratégie vaccinale. Êtes-vous pour ou contre le vaccin? La majorité des Français étaient contre, en disant, moi, je pense pas, ça sert pas grand-chose. Puis, petit à petit, par toute l'ingénierie sociale mise en place par McKinsey, qui conseille également les labos, on a réussi à faire croire aux Français qu'il fallait absolument se vacciner. Et ça continue. Vous avez Alain Fischer là dans Libération aujourd'hui qui dit qu'il faut vacciner les gosses. Et voilà, 400 000 balles pour créer ce truc qui n'a servi à rien. Les 35 citoyens, on les a jamais vus, jamais entendus, ça n'a servi à rien. Comme la consultation sur le climat, comme le grand débat national. Bref, c'est une arnaque XXL. C'est ce qui disqualifie Macron pour l'élection présidentielle. Si ça marchait, si on était une démocratie non défaillante, il serait déjà descendu et le gars pourrait même plus sortir dans la rue. Là, il y a les deux lapins là qui sont là. Mais non, mais c'est bien, vous savez, le cabinet de conseil. Non, c'est pas bien, non. Puis arrête de te foutre de ma gueule. Parce que, écoutez ce qu'ils ont dit hier soir. Hein. Je sais, on se fait mal, c'est le matin et tout, on n'a pas mangé encore. Là. Mais écoutez ça. Cette campagne présidentielle qui se déroule dans un contexte inédit, marqué par le retour de la guerre, charrie son lot de fausses informations, de manipulations, de polémiques, qui nuisent au débat démocratique, sur les idées et les projets portés par les candidats. Et ce thème des consultants n'échappe pas à cette mécanique et a donc justifié que nous nous réunissions aujourd'hui avec vous, compte tenu des attaques de plus en plus fortes et de plus en plus grossières. Derrière les récupérations politiciennes, c'est l'État et tout son fonctionnement qui est attaqué, qui est remis en cause. Et il est de notre responsabilité, en tant que membres du gouvernement, de rappeler ici en toute transparence un certain nombre de faits, un certain nombre de chiffres, afin que le débat... Tout ça pour dire, non mais vous comprenez pas, vous êtes trop bêtes. Et puis nous, c'est l'État. Non, vous n'êtes pas l'État. Vous êtes une bande de coucous qui a fait son nid dans les institutions publiques pour faire de la thune et faire carrière. C'est insupportable en réalité. Aucun d'entre vous n'a la stature d'un homme d'État. Des entourloupeurs, peut-être, quelques arnaqueurs, des vendeurs, même pas de bagnole, mais quoi? Ah oui, de conseils, évidemment. C'est ça, on a eu droit à ça pendant 5 ans et ça finit en apothéose avec cette conférence de presse. Vous avez du SOPT ensuite, qui dit « Aucun cabinet n'a reçu plus d'1 milliard », mais encore heureux. Contrairement à ce qui a pu être dit, et je vous invite à le vérifier dans le rapport du Sénat, je voudrais d'abord tordre le cou à deux bruits ou deux informations, de fausses informations que nous avons vues circuler. Aucun cabinet de conseil, aucun, n'a perçu plus d'1 milliard d'euros, ou même 1 milliard d'euros. D'ailleurs, ce chiffre d'1 milliard d'euros, qui apparaît dans les résumés, les différents le rapport du Sénat ne fait pas état de tout, est légèrement surestimé, mais j'aurai l'occasion d'y revenir pour le détailler. Et de la même manière, aucun cabinet de conseil n'a décidé d'aucune réforme. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, il était sous enquête du parquet national financier. C'est de la très très bonne défense, c'est du haut vol. C'est du haut vol, c'est du haut vol, voilà. Bon, je crois qu'ils ont compris qu'il n'y aurait pas 50 plus. Si vous bougez, si vous allez voter, si vous décidez le soir du 10 avril de virer Macron, c'est possible. Dans une démocratie non défaillante, ce serait déjà fait depuis longtemps. Là, ça commencerait à être urgent parce que ce scandale des cabinets de conseil, c'est juste la partie qu'on voit. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond. Le mal est beaucoup plus profond. Il faut voir, si on était vraiment, s'il n'y avait rien à cacher, sortez-les tous les rapports. Sortez-les, tous les rapports, tout ce qui a été fait par les cabinets de conseil, les montants réels, qu'est-ce qui a été sorti comme rendu au final, parce qu'on parle de rapports de 12 pages, payer une fortune pour rien en réalité, c'est une vaste blague. On parle de copier-coller, de stratégie sanitaire pour faire la même chose, les mêmes conneries dans tous les pays du monde. On parle de boîtes qui conseillent à la fois les labos et les États dans une stratégie vaccinale. Non mais vous vous rendez compte, c'est même plus du conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'on donne les clés du camion au mec qui se barre avec. Et toi, t'es là, tu dis mais j'avais bien compris que c'était des amateurs fiers, mais ah oui, mais quand même, ça fait mal. Voilà. Allez, au revoir.
au revoir. Vous savez, c'est quand même... c'est pas normal, en fait, que ce soit pas davantage scandaleux que le parquet national financier monte pas au créneau. Pour un costard Arnis, Fillon a perdu l'élection. Là, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir. C'est au-delà de tout. C'est-à-dire qu'on a affaire à un gouvernement du conflit d'intérêts permanent. On a affaire à une caste, réellement, qui est là pour nous prendre pour des cons. Et ça continue. Et il faut vraiment arriver à arrêter. Et je pense que voilà, on a une opportunité petite de fenêtre de tir le 10 avril. Et si vous pensez que ça sert à rien de voter, alors je peux plus rien pour vous. Mais là, ça sert vraiment à quelque chose. Parce que c'est vraiment la première étape d'un processus nécessaire pour nettoyer, pour reprendre le contrôle dans ce pays qui est complètement souillé par ces gens, quoi. Donc voilà. Il faut trouver cette solution. Et si vous avez peur que votre vote ne soit pas pris en compte, il y a plein d'initiatives citoyennes pour aller vérifier que les votes dans les bureaux de vote vont bien être pris en compte et que c'est pas bidon. Voilà, je recadre un peu parce que je me suis très énervé. Voilà, je suis très énervé. Très énervé. Mais il y a de quoi, franchement, putain. Ils sont pas gentils, voilà. Ils sont pas gentils. On va parler un peu Covid, hein, parce qu'on n'était pas assez énervés. Ça me suis dit, oh, allez, je rajoute une petite couche, parce que quand même, c'est que, hein, c'est pas fini, non. Bon, alors, la Guadeloupe met fin à l'état d'urgence sanitaire ce jeudi soir. Parce qu'ils étaient encore, les pauvres, en état d'urgence sanitaire. Mais bon, comme ça va mieux que ça va moins bien, parce que bon, il y a plus de 130 000 cas par jour, tu vois les courbes, ça explose dans tous les sens. En temps normal, Castex et Véran auraient déjà fait leur conférence du jeudi après le Conseil de défense sanitaire. Bon, là, Macron a lâché la rampe, hein, il a dit, non mais... Il faut faire croire que j'ai gagné contre le virus avec mes petits points. Donc taisez-vous, il n'y a plus de virus. Hein, le temps que je revienne après avec la 4e dose. 4e dose qui s'appelle le second booster. Hein, c'est l'arnaque, la nouvelle arnaque qui a été trouvée par les cabinets de conseil, sans doute. Hein. Les mecs ont dit non mais 4e dose, les gens vont avoir une fatigue vaccinale. Ils vont sentir que c'est... Bon, déjà, on va arrêter d'appeler ça un vaccin entre nous. Hein. Non, pardon. Non, excusez-moi. Oui, non, mais excusez-moi. Mais c'est tous les 3 mois. Oui, mais c'est pas pareil que... Et puis en plus, tu l'attrapes. Mais c'est pour ça, non mais... Ok, second booster. Mais après, t'es en forme, hein. Jusqu'au 3e booster. Ah ouais. Ah, c'est chaud quand même. D'accord. Mais il travaille sur un... Ah d'accord, ok. Bon, ben non mais voilà, ce genre de truc, vous voyez. Non mais... On va pas en parler. L'essentiel sur le Covid, voilà ce qu'il faut retenir. C'est que un nouveau vaccin hein, qui est évalué par l'Agence européenne du médicament, qui s'appelle le Vitpredvin, encore un nom impossible à prononcer. Les mecs, mais je ne sais pas si vous étiez là quand j'avais fait Jean-Michel Le Chaman, le mec qui crée les noms de médicaments sous substance. Bon, là, c'est encore Jean-Michel qui le Vitpredvin. Ou alors c'est fait pour que tu crachotes un max, tu vois, tout ton Covid au mec en face de toi quand tu dis « S'il vous plaît, je voudrais une piqûre de Vitpredvin ». Et là, t'es sûr que t'as le Covid, même si tu l'avais pas. Non, les mecs sont très forts. Hein. Donc voilà, c'est Sanofi, hein, cette fois-ci, qui sort son vaccin avec un nom imprononçable. La France, qui a enregistré 169 024 nouvelles contaminations en 24 heures. Les hospitalisations sont stables, à un niveau élevé. Là, ils ne sortent pas les chiffres, parce que ça ferait peur. Parce que c'est au-delà de quand on avait commencé à bloquer tout le monde. Mais là, comme Macron, il a gagné contre le virus, on n'en parle plus trop. Hein, alors qu'il y a des morts et tout. Hein, c'est pareil qu'avant, mais c'est moins qu'avant, mais c'est pareil qu'avant. Mais comme là, ils ont décidé de ne pas faire peur, ils feront peur après l'élection si jamais Macron y regagne. Raison de plus pour virer Macron, hein, qui est à la fois le lever du secret défense, qu'on sache ce qui s'est raconté dans ces putains de conseils de défense sanitaire, qui est enfin l'annulation pure et simple, la mise à la poubelle du pass vaccinal, qui sert strictement à rien, qui est dangereux, qui est enfin des vrais procès sur les mensonges d'Olivier Véran, qui ont été des mensonges. Hein. Ah, le ministre n'a pas été très précis. Non, il a complètement menti sur les trains sanitaires, par exemple, faisant croire que c'était les cabinets de conseil qui les avaient faits. C'était la SNCF qui avait mis en place les trains sanitaires et des protocoles mis en place après les attentats de 2015. Donc vraiment, rien que pour ça, votez pour les candidats qui sont pour l'annulation du pass vaccinal, qui sont pour la levée du secret défense sanitaire, pour savoir ce qui s'est dit dans ces conseils de défense sanitaire. Il y en a un qui clairement l'a dit, c'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je vous le dis, hein, c'est un petit tuto. Voilà, mais franchement, ça pourrait faire du bien. L'Union européenne qui souhaite se coordonner pour administrer une 4e dose aux plus de 60 ans. Bah évidemment, c'est Ursula qui a la manœuvre. Ce serait bête, ce serait dommage de faire. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes les doses qu'on ne sait plus? Et Albert fait, moi j'ai une idée, call it second booster. Instead of calling it first dose, call it second booster. It's better. A booster is optimistic. It's the way you
you put love in your body and you make sure you got the second booster. It's very good indeed. I think. Better than first dose. It doesn't work, but it works. At least. Somehow, it works. Yes. C'est Albert Bourla pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, le patron de Pfizer. 218 000, c'est le nombre de doses de vaccins anti-Covid jetées en France depuis le début de la pandémie. Ben, c'est pas beaucoup. Ça va, les gens se sont globalement bien fait vacciner. Alors, il y a une enquête internationale qui parle d'un gaspillage d'environ 240 millions de doses à travers le monde. Rien du tout sur les milliards produits par Pfizer. Puis bon, on a la chance que la commande de mai va bientôt arriver. Donc préparez vos bras les enfants, c'est pour bientôt parce que... ah non, ça c'est autre chose, il est où Alain Fischer ? Voilà, Alain Fischer dans Libération, grande interview que je vais vous lire, attention, vous êtes déjà bien énervé ce matin, mais je pense que là on va passer encore un cap. Vous allez voir, Alain Fischer qui souhaite vacciner vos enfants, parce que ce serait dommage de s'en priver, voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Réinfection, hausse des contaminations, hausse sous-variant BA2, 4e dose pour les plus fragiles, nouveau vaccin, la liste des rebondissements de la pandémie n'en finit pas de s'allonger, et depuis le début du mois, les contaminations repartent à la hausse. Mais c'est Macron, il a gagné contre le virus. Alors, Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, fait le point sur la situation. Dites donc, Alain Fischer, le nombre de contaminations et de personnes contaminées admises en soins critiques est en hausse. Faut-il déjà parler d'une 6e vague de Covid ou peut-on encore estimer qu'il s'agit d'un simple rebond épidémique ? Le temps de la campagne. Truc tranquille. Alors, tout dépend de l'importance du rebond ou de la vague. Il y a une décrue de la dernière vague Omicron, mais depuis 3 ou 4 semaines, on observe à nouveau une remontée qui est essentiellement due au variant BA2. Alors ce qui est très drôle, c'est que vous aviez Guillaume Rosier, Vite ma dose, Covid Tracker, etc., qui avait un site pour calculer l'efficacité des vaccins. Ce site n'est pas mis à jour depuis début mars. Mais sans doute, il va le mettre à jour, c'est juste le temps d'avoir les données, sans doute. Est-ce qu'on appelle ça une vague ou un rebond ? Peu importe, ce qui compte, c'est ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, on sait que ce variant n'est pas plus agressif que BA1, mais qu'il est plus contagieux. Voilà, donc c'est pas grave. BA2, oui, il y a des cas, voilà. Mais bon, l'hospitalisation, ça reste faible. Tous les publics sont touchés, particulièrement les enfants. Heureusement, pour la plupart des gens, ça n'a pas de conséquences graves. Mais malheureusement, pour les personnes fragiles, les personnes âgées, il peut y avoir des hospitalisations en soins critiques, avoir des décès. Plus de 150 par jour, quand même. Mais bon, cette fois-ci, on est passé à autre chose. Ça y est. Là, il y a un an, mais on était enfermés, je vous dis, Castex nous sortait sa tête des grands jours en disant « en accord avec les autorités compétentes et le président de la République qui peine à remplir le Bercy Arena, nous avons décidé, d'un commun accord, d'annuler le meeting pour éviter de faire un cluster. » Bon là, non, ils veulent remplir le Bercy Arena, même si Marlène Schiappa, le bras en écharpe, a bien du mal à récupérer du monde. Je sais pas, elle s'est fait une fracture du bras gauche, Marlène Schiappa. 10 bouquins elle a écrit pendant ce quinquennat, Marlène Schiappa. Elle est ministre. 10 bouquins. Quand tu vois le prix du papier, puisque l'inflation a fait exploser le prix du papier, honnêtement, je pense qu'on peut faire l'économie d'imprimer du papier pour les bouquins de Marlène Schiappa. Son dernier bouquin s'est vendu à 64 exemplaires pour les 2 premières semaines de vente. C'est-à-dire rien, un bide. Et là, elle en sort en juin, avant qu'elle soit totalement oubliée. Qu'est-ce qui se passe ? La dose de rappel est ouverte à tous les adultes de plus de 18 ans, qui sont nombreux à l'avoir reçue. Est-ce qu'elle est encore efficace ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Il répond quand même, il est honnête. Avec Omicron, on sait que la vaccination protège contre les formes graves pendant plusieurs mois, et dans une moindre mesure contre l'infection. Mais la durée de l'efficacité va dépendre de la personne, car la maladie a une sévérité plus grande chez les personnes âgées, pour qui la vaccination est également moins efficace. Combien on a payé ça déjà, le truc qui marche pas là ? Pardon, qui marchouille The second booster? Anyone? Second booster? I know you want your second booster. It's very good. Very good. It's pure love. Alors, donc la durée et la qualité de la protection sont moindres chez les personnes les plus âgées. C'est pour ça que depuis quelques semaines, il est recommandé de proposer un second rappel, une 4e dose, note de la rédaction,
aux personnes âgées de plus de 80 ans, car ce sont les personnes les plus fragiles, voilà, en plus des immunodéprimés. Puis, il y a une recommandation permanente. Ceux qui n'ont pas encore eu leur premier appel, la 3e dose, parce que t'es perdu. Tu dis, mais attendez, on en est où? Non? Il a quel goût celui-là? C'est quel cuvée? Ok. Bon, alors ceux qui n'ont pas eu leur premier appel, 3e dose, 3 ou 4 millions en France, il faut que vous ayez votre appel. C'est super important. Parce que le pass vaccinal va revenir. Vous ne pourrez plus retourner au restaurant, ni au théâtre, ni au cinéma. Attention, attention. Et puis, il y a une réflexion en cours pour savoir si les personnes entre 60 et 80 ans ont aussi besoin d'une 4e dose. Et dans certains pays, ça a été mis en place. Oui, notamment aux États-Unis. C'est parti. Mais en France, on va voir. On va voir que ceux qui ont eu un rappel ont un niveau de protection contre les formes graves qui reste très bon pour l'instant. Compte tenu du fait qu'Omicron n'est pas très grave, il est juste ultra contagieux, avec ou sans, même j'ai envie de dire, mais j'ai pas le droit. Donc on va dire c'est super, vaccinez-vous. C'est très important, vaccinez-vous, c'est super important, vaccinez-vous. 2e rappel, 3e booster, 4e dose, 5e dose pour ceux qui veulent, parce que pourquoi se priver? Quand on aime, on ne compte pas. Bon, Moderna annonce vouloir demander l'autorisation de son vaccin pour les enfants de 6 mois à 6 ans. Oui, c'est super important. Est-il souhaitable de proposer ces vaccins aux enfants de moins de 5 ans, sachant qu'en France, seuls 2,5% des 5-9 ans et 7,5% des 10-11 ans sont complètement vaccinés contre le Covid? Ah oui, alors Alain Fischer répond, un peu gêné. Le problème est d'abord de faire en sorte que les enfants de 5 à 11 ans se vaccinent, car pour l'instant en France, c'est un échec. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, contrairement au Canada, où Justin a dit ta dose, 50, sa dose. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va vacciner tous les gosses, vous allez voir. Un super plan. Seulement 10% des enfants fragiles qui sont plus à même de développer des formes graves ont reçu le vaccin. Mais donc on sait qu'il faut vacciner les personnes les plus fragiles, même si ça marche que 3 mois. Mais pour les autres, on ne peut pas les laisser tranquilles, non. L'objectif immédiat serait d'arriver à faire comprendre, d'abord aux médecins, ensuite aux familles, que ça vaut la peine de faire vacciner son enfant de 5 à 11 ans. Il n'y a qu'à faire appel à McKinsey, j'ai envie de dire. Ils doivent bien avoir un vieux plan qu'ils ont fourgué au Canada, là, avec Justin qui dit « Tu vas avoir ton vaccin pour tes 5 ans !» qui vont nous refiler à nous. Sauf que si Manu nous fait « Tu vas avoir ton vaccin pour tes 5 ans ?» Là, t'as tous les parents qui se barrent avec leurs gosses sous le bras. Donc, ça reste à voir. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Cette vaccination est efficace. Car même si les enfants sont bien moins à risque que les adultes, le variant Omicron est très contagieux chez l'enfant. Il existe quand même des formes qui nécessitent des hospitalisations. Très rares. Mais quelques centaines d'hospitalisations. Vous allez voir, pour la pizza Buitoni, on est déjà à 2 morts, 75 hospitalisations. C'est le hicoui. D'enfants. C'est assez grave. Là, c'est le gros dossier après, c'est la pizza Buitoni. Restez, pour ceux qui aiment la pizza, c'est vraiment au petit déjeuner, on est bien. Voilà, l'Agence européenne des médicaments a indiqué que le vaccin du laboratoire espagnol IPRA paraissait efficace contre le variant Omicron. Que sait-on du développement des nouveaux vaccins? Oui, parce que là, on se vaccine avec des vieux vaccins, tu vois, mais entre-temps, Albert Bourla travaille sur une vaccination Omicron 3 doses dès 5 mois, mais bon, il y a peut-être d'autres vaccins aussi, parce qu'on se dit, on a essayé Pfizer, peut-être, et si on essayait un autre truc? Attention, le vaccin actuel est efficace contre le variant Omicron. Pour qu'il le soit, il faut juste avoir reçu la primo-vaccination, soit les 2 premières doses, puis le rappel. Voilà. Primo-vaccination, c'est 3 doses minimum. Tu peux même plus jouer tu vois, je l'ai eu, donc j'ai une dose. Non, même une infection égale une injection. Même ça, Véran, on a rangé dans les cartons, parce qu'il y a des stocks. Il y a beaucoup de stocks qu'on a payé très cher. Alors, faites un effort. Et avec ce schéma vaccinal, on a un niveau de protection contre les formes graves qui est au-delà de 90%. Ah oui, vu qu'Omicron n'est pas très grave, on peut comprendre que ça fonctionne. Mais non, c'est juste que c'est grâce à ça, en fait. D'ailleurs, d'après les données expérimentales, il n'est pas du tout évident qu'un vaccin qui ciblerait la protéine spike d'Omicron serait plus efficace que les autres. Non, vu comme ils marchent, les autres, j'ai envie de dire, non, a priori, non, il faut retrouver autre chose. Ce qui est envisagé dans le futur, en anticipant un risque d'émergence de nouveaux variants dont on ne connaît pas la nature, c'est d'utiliser des vaccins comme celui d'IPRA qui combinent plusieurs spikes pour couvrir plus largement le spectre des virus et augmenter les chances que ce futur vaccin soit efficace sur un variant quel qu'il soit. Mais a priori, ça n'arrivera pas avant l'automne. Dommage.
Donc cet été, alors non, mais si, cet été, faites le 2e booster, la 4e dose, et à l'automne, vous aurez un nouveau vaccin. 3 doses, j'imagine. Ce serait dommage de se priver. À ce moment-là, on peut espérer que l'été aura été calme et on pourra proposer un rappel de vaccination aux personnes fragiles avec ce type de vaccin. Merci Alain Fischer. Voilà. Donc on est très loin d'avoir fermé la parenthèse Omicron qui n'en est pas une. En réalité, le plan, c'est de vacciner avec la 4e dose, qui est le 3e booster, avant d'avoir un nouveau vaccin qui marche mieux. Il ne vous le dira pas comme ça, mais voilà. Valvena, on ne sait plus. Tous les nouveaux vaccins qui vont arriver sont ARN, de toute façon. Ne rêvez pas. Et il va falloir se débrouiller avec ce qu'on a. Voilà. Hein. Et ça protège des formes graves. Taisez-vous, El Kabach. Voilà. Et voilà. Problème cardiaque. Non, mais le nombre de problèmes suite à ça, on n'en parle pas. Alain Fischer a dit, il est très sûr, bien sûr. Moi aussi, je suis très sûr de ne pas le faire. Enfin, faites-le, mais moi, Enfin, voilà. Non, parce que j'ai déjà fait... J'ai déjà mangé des carottes. Hein, mes 5 légumes par jour, qui sont pleins de pesticides. Je ne vois pas pourquoi je continuerais à faire ce que vous me dites de faire. Bon, avant d'ouvrir la case Buitoni, on va parler de pédocriminalité. Puisque la commission sur les violences et l'inceste aux enfants, la Ciivise, vient de rendre ses conclusions pour lutter contre les violences sexuelles contre les enfants. Alors, ça fait 1 an que la commission indépendante sur l'inceste existe et elle rend ce jeudi les préconisations pour protéger mieux les enfants. Il y a eu des milliers de témoignages de victimes, d'experts, de pédopsychiatres, etc. pour sortir des mesures de la prévention, du repérage, jusqu'au traitement judiciaire et la réparation des violences. Donc, essayer de voir tout le spectre. La protection des enfants, on n'attend pas. Non, mais c'est quand même, hein, ça traîne en France. Hein. C'est quand même un pays où, par exemple, sur l'affaire Epstein, personne n'enquête trop. Bon... Mais quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Dans ce rapport intermédiaire, pour lutter face à l'urgence, on parle de 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. C'est un chiffre bas, parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus qui ne portent pas plainte, qui ne sont même pas repérés. La Ciivise préconise une liste de mesures à mettre en œuvre. 160 000 enfants par an. Voilà. Bon, c'est vous dire l'ampleur ça devrait être un chantier prioritaire. Quel que soit le candidat à la présidentielle, bon, on en est très loin. Hein. Macron, il parle de la retraite à 65 ans. Hein. Mais en même temps, il va dire, mais regardez, on a fait un rapport. Ah oui, un rapport, super. Alors, quelles sont les mesures ? Bon, alors déjà, il faut modifier la loi, qui est très mal faite. Ensuite, il faut avoir des pratiques professionnelles plus protectrices. Je vous parlais de ma maman qui était instite, qui était dans l'incapacité de sauver ses gosses, puisque le psychologue scolaire arrivait très tard et qu'il faisait une signalisation et que ça n'allait nulle part. Depuis cette date, les conclusions définitives sont rendues en 2023. Il y a eu 10 000 témoignages qui ont été reçus par la Ciivise pour essayer de voir comment faire. Et donc, les mesures, c'est surtout sur le traitement judiciaire des violences sexuelles. Voilà. La commission réclame que la personne ayant subi des violences dispose d'une plus grande place dans la procédure pénale. Aujourd'hui, la victime constituant partie civile peut seulement faire appel de la décision concernant les dommages et intérêts. Elle ne peut contester ni la culpabilité ni la peine. Si un agresseur est relaxé, par exemple, par le tribunal ou acquitté par une cour d'assises, si sa culpabilité n'est pas reconnue par la juridiction pénale, la victime n'a pas le droit de relever appel de cette décision. Voilà. Alors quand tu sais qu'il y a des juges qui vendaient leurs filles sur des sites pédos, tu peux te dire attention quand même à la justice quand même. Actuellement, 70% des plaintes déposées pour des violences sexuelles contre des enfants sont classées sans suite. 70% des plaintes classées sans suite. Voilà, ça vous donne une ampleur du déni, en fait, dans notre société, particulièrement en France. Le retrait de l'autorité parentale. La Ciivise explique que les mères sont souvent accusées de manipulation lorsque le second parent est poursuivi pour inceste, par exemple. Il arrive qu'elles soient condamnées lorsqu'elles ne présentent pas leur enfant ou quand vient le tour de garde du père. Une des préconisations de l'époque a été entendue. Dorénavant, lorsqu'un parent mis en cause pour non-représentation d'enfant allègue que l'enfant est victime de violences par l'autre parent, le procureur de la République doit faire vérifier ces allégations avant toute poursuite pour non-représentation d'enfant. Donc il y a une nécessité de suspendre en cas de poursuite, de retirer en cas de condamnation l'autorité parentale du parent agresseur. Ça me paraît la moindre des choses, notamment en cas de condamnation quand même.
La commission alerte aussi sur les moyens alloués pour la prise en charge des victimes dans le circuit judiciaire. Le principe des salles spéciales, des espaces qui offrent un cadre sécurisant pour libérer la parole des enfants, pour qu'ils puissent se confier avec des professionnels formés pour recueillir la parole des enfants et pour s'assurer que tout se passe bien, que ce ne soit pas encore un moment traumatique pour le gosse. Il n'y a que 29 salles qui sont installées dans les locaux des forces de l'ordre, et 71 salles dans des établissements hospitaliers. Il faudrait que chaque compagnie de gendarmerie dispose d'une salle de ce type et du personnel formé pour y accueillir les enfants. On en est loin. Hein. On en est donc à une centaine de salles. Mieux repérer les victimes également. Donc il faut agir sur les soins et les indemnisations que la victime peut bénéficier. 8,5% des victimes ont reçu des soins spécialisés en psychotrauma. La prise en charge médico-psy doit être centrée sur les violences subies et le trauma, sur la mémoire traumatique des violences. Seulement 8,5% des victimes qui ont reçu des soins spécialisés, c'est rien. Et puis la prévention des violences, notamment dans les écoles, le repérage des victimes systématique, en faisant en sorte que les professionnels de l'enfance posent clairement la question de l'existence des violences sexuelles et notamment de l'inceste aux élèves. Alors, ça me paraît violent, j'espère qu'ils vont faire ça quand même proprement, mais il y a un plan pour améliorer le repérage des violences sexuelles à l'école, qui prévoyait notamment de renforcer le dépistage pendant les visites médicales obligatoires. Je vous en parlais, c'est bien insuffisant. Puisqu'on manque encore une fois de professionnels, on manque de temps et que la société de la maltraitance s'organise très bien pour laisser tomber les gens de cette façon-là. Alors, je ne sais plus... Non, je ne retrouve pas la petite lettre. Eh oui... Les inspecteurs, oui, c'est des enquêtes traumatisantes. Évidemment, c'est affreux de travailler là-dessus. Mais il faut former les gens. Alors, où on en était ? Non, Covid, on l'a fait. Voilà. On ouvre la page Buitoni. Vous savez, les pizzas surgelées qui appartiennent à Nestlé en réalité. Fresh Up, la pizza qui est accusée d'avoir mis plus de 75 enfants à l'hôpital, d'en avoir tué 2 pour la bactérie E. coli qui fait des diarrhées hémorragiques extrêmement dangereuses. Si vous avez ça dans votre congèle, brûlez-la. Brûlez-la directement. C'est ultra dangereux. Il ne faut pas manger les pizzas Buitoni en ce moment. Elles sont extrêmement polluées. Alors, il faut savoir que sur le site Buitoni, le site Nestlé, voilà ce qu'on trouve, c'est toute la générosité, la convivialité italienne que l'on invite à sa table pour partager de vrais bons moments simples et chaleureux en famille ou entre amis. La marque a été rachetée par Nestlé il y a de ça de peu, marque Buitoni qui existe depuis les années 1800 et quelques. Alors pareil, sur le site on peut lire des trucs assez exceptionnel. Depuis plus de 180 ans, vous allez voir, Buitoni, c'est toute la générosité, la convivialité italienne. Voilà, les beaux moments chaleureux en famille ou entre amis. Généralement, tu te fais ta pizza froide parce que tu n'as rien d'autre dans le congèle le soir, mais d'accord. Alors, fondé en 1827 par Giulia Buitoni, Mamma Giulia, à San Sepolcro, petit village au cœur de la Toscane, Buitoni est une marque authentiquement italienne. La qualité des produits Buitoni s'appuie sur un savoir-faire hérité de ses racines italiennes. Alors, ils te mettent bien la racine italienne, le savoir-faire italien, la mamma Buitoni. Hein. Bon, elle est loin, c'était 1827. Hein. Depuis... Alors, c'est encore à la Casa Buitoni, ancienne maison familiale, que sont élaborées les recettes Buitoni. Ah bon, j'aimerais bien la visiter, cette Casa Buitoni. Vraiment. Parce qu'en fait, les recettes Buitoni, elles sont produites à Caudry, dans le 59. C'est un peu l'Italie, avec l'accent des ch'tis, quoi. Des pizzas simples, authentiques et généreuses, faites à partir des meilleurs ingrédients. Alors, moi, j'irais bien à la recherche de la Casa Buitoni à San Sepolcro pour voir si... Alors, Casa Buitoni, je pense ils ont racheté une baraque dans les années 80 et c'est magnifique. La Casa Buitoni, elle est située effectivement en Toscane et elle est magnifique. La première usine Buitoni existe et le rachat par Nestlé, c'est en 1988. Et ils conservent la maison familiale pour en faire le centre mondial de développement culinaire de la marque. Elle a pour vocation de développer de nouvelles recettes en mettant en avant la gastronomie italienne. Dans ce centre travaillent des équipes de chefs créateurs qui mêlent cuisine traditionnelle italienne avec tendance moderne.
Voilà. Alors en 2008, la reprise du département pâtes a été faite par TMT Finance, situé à Lugano, qui partage depuis le label avec Nestlé. Voilà. Alors la marque Buitoni, maintenant, c'est 50 pays. En France, c'est surtout des sauces, des pizzas et des mini-pizzas. 33,7% de part de marché des pizzas surgelées en 2013. Et il faut savoir que l'activité est donc intégrée totalement à Nestlé France. Voilà. Donc la Fresh Up, il faut la brûler et ne pas la manger, c'est extrêmement important. Et on pense aux gamins qui sont à l'hosto en ce moment parce que aller à l'hosto à cause d'une pizza, quand même, c'est chaud patate. Et alors, il y a un truc aussi qui m'a bien fait rire, c'est le plan de vigilance de Nestlé France. Un plan de centaines de pages qui explique comment Nestlé fait attention à la santé, au moral de ses collaborateurs, au processus qualité, au machin. Donc là, ils ont dit, on est un peu merdé. Il faut dire que l'Italie dans le 5-9, forcément, pourquoi il y a des frites et pourquoi il y a de la mayo sur ma pizza ? C'est une recette élaborée par des très grands chefs à la Casa Buitoni, puis ça a été revisité par des très grands chefs à l'usine du Nord. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Donc non seulement on va être rationné en huile, mais en plus il va falloir cramer les pizzas Buitoni parce qu'elles sont extrêmement dangereuses. Courage donc aux enfants hospitalisés à cause de cette daube et à leurs parents également. Et faites attention, ne mangez pas ça et faites passer le mot. La pizza Fresh Up est à l'origine de cette épidémie d'E. coli en France. Voilà. Alain Fischer, on l'a fait. La pédocriminelle, on l'a fait. Et Libé qui fait un dossier Marine Le Pen. Elle est là. Plus inquiétante que jamais. Oui, parce qu'elle est devenue de gauche. Grâce à Zemmour, Marine Le Pen, c'est simple, c'est la candidate de gauche. Quasiment. D'ailleurs, ces cons-là avaient fait une palibé. Je crois que c'était le canard à nanar, le Parisien, en disant la lutte des classes, tu vois, entre Zemmour et Le Pen, puisque Le Pen représentait le Nord. Bien sûr, c'est un bastion du Rassemblement national, la région du Nord, et puis Zemmour qui rassemble lui toute l'élite financière, Saint-Germain, et qui est là pour dire mais ce que je veux, moi, c'est déréguler un max et foutre les étrangers dehors. Avec Le Pen. Elle a complètement revu son discours, elle est ultra chiante, et c'est ce qui fait que ça marche en fait. Plus personne ne sait ce qu'elle raconte, plus personne ne sait ce qu'elle dit, et du coup, elle engrange des voix. Et surtout, dans les derniers sondages, elle pourrait tout à fait gagner face à Macron, tellement Macron est haï dans ce pays, tellement Macron a embobiné, tellement Macron a menti, tellement Macron a même dit que Madame Le Pen était trop molle, tellement Macron a fait une politique d'extrême droite que même Marine Le Pen, ça ferait du bien à ce pays. On en est là, les gars. Et alors, pour comprendre l'arnaque Macron, jusqu'où ça peut aller. Je vous mets cette vidéo du soir de la victoire d'Emmanuel Macron devant la pyramide du Louvre. Regardez, c'est un moment d'anthologie, on le doit à Caisse de Grève. C'est un compte Twitter que je vous invite à suivre. Le candidat a réactivé en quelque sorte le tout sauf Macron. Le candidat du second tour, avec la présentation de son programme, avec la réforme des retraites, avec peut-être ses réponses à non-entrée en campagne, avec son refus du débat, a réactivé ce tout sauf Macron qui était extrêmement fort, extrêmement structurant pendant une bonne partie du quinquennat. Je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Je combattrai pour vous, contre le mensonge, pour améliorer la vie de chacun. Je respecterai chacune et chacun. Je combattrai pour vous contre le mensonge, dans le respect de chacune et chacun, pour améliorer la vie de chacun. Bon, on peut dire que ça a foiré. Je dirais que ça n'a pas marché. Ça a été 5 ans de mépris, de violence, de haine. 5 ans qui font que on se retrouve avec des Français qui veulent te virer, Manu, et qui veulent voter Le Pen cette fois-ci. Et alors tu pourras nous refaire le coup, la larme à l'œil, des castors républicains, à part quelques mecs de LR, ce qui reste de la Macronie, pas grand-chose. Non, les gens vont voter pour te virer. Même face à un tabouret, tu perds. Voilà où on en est. Donc l'extrême centre a complètement laminé le jeu politique. Et aujourd'hui, si vous voulez ne pas avoir à choisir entre Le Pen ou Macron, vous pouvez mettre Mélenchon au second tour. Vous pouvez avoir un candidat de gauche au second tour. Pour ça, il suffit de voter Mélenchon. Ça paraît compliqué, parce que mais Mélenchon, tu comprends, il hurle, il est insupportable. Puis la République, c'est moi. Puis non, mais c'est pas Mélenchon que tu mets au pouvoir. C'est l'avenir en commun. C'est un programme pour le lever du secret défense sanitaire, pour qu'on ait enfin les procès nécessaires, pour
l'extermination du pass vaccinal, qui est une honte, pour la retraite à 60 ans, qui est possible, oui, c'est pas un cadeau du Père Noël, c'est chiffré avec même les plans de projection de la Banque de France, pour un retour du respect des uns et des autres. Enfin, c'est pas un programme dégueulasse en soi. Donc, si tu t'intéresses un peu à ça, et si tu te dis, tiens, j'aimerais bien voir la gueule de Macron quand il va se retrouver face à Mélenchon, si jamais il est au second tour, mais il n'y sera pas au second tour. Hein. Je pense que c'est impossible. Alors, il va y être, évidemment. Tu peux dire, non, on part perdant, il va y être, etc., parce que c'est Macron, tu comprends. Non, je pense qu'il peut être viré dès le soir du premier tour. Vraiment. Vraiment. Et on peut avoir Le Pen-Mélenchon, par exemple. Bim, vrai débat. Ou Zemmour-Mélenchon. Boum, boum. Zemmour, d'ailleurs, qui a dit qu'il n'était pas contre le fait de faire des rassemblements avec le RN dans l'entre-deux tours en fonction de qui est devant. Hein. Donc, il y aura une alliance, de toute façon, au second tour. Voilà. À gauche, ça se tire toujours dans les pattes. Hein, tu as l'impression que c'est les plus cons du monde. Ils disent, non, mais moi, je ne suis pas là pour que la gauche gagne. Je suis là pour être député, éventuellement, après. Hein, pour être dans l'opposition. Pour être sûr qu'on va bien perdre encore dans 5 ans et qu'on aura pleuré toutes les larmes de notre corps. Voilà, c'est une très bonne idée. J'ai envie de dire c'est une très bonne idée, faites ce que vous voulez. Mais non, de 1, allez voter. De 2, ce que vous voulez. Moi, perso, j'ai choisi. Et 3, vite, il faut arrêter avec cette boursouflure d'arnaque, en fait, qu'est la République En Marche et les cabinets de conseil qui nous gouvernent, enfin qui nous maltraitent, qui nous gèrent depuis 5 ans. Voilà. Et ce discours devant la pyramide, voilà, c'est un aveu d'échec, tout simplement. Hop, le plan de vigilance, hop, Alain Fischer, hop, Le Pen, elle est là, et elle peut gagner. Hop. Parlons un peu de la guerre en Ukraine. C'est le général Wido qui quitte ses fonctions en raison de briefings insuffisants et d'un manque de maîtrise des sujets en lien avec l'invasion russe en Ukraine. Voilà. Il s'est fait un peu virer, c'est la direction du renseignement militaire, la DRM. Alors, c'est un jeu de chaises musicales, il était arrivé là, les gens n'étaient pas sûrs qu'il était bon. Il s'est avéré que lui n'a pas vu l'invasion des Russes en disant que non, Poutine avait trop à perdre à aller directement en Ukraine, alors que les Américains étaient là, il veut nous faire la guerre. Enfin, à qui ? À nous, les Américains. Mais vous n'êtes pas de l'autre côté de l'Atlantique, vous ? Non, c'est l'Ukraine, c'est notre pays, c'est nous. C'est quand même dingue que les Américains s'occupent de cette guerre non-stop. Hein, déjà, rien que ça, tu te dis, c'est quand même très louche. Hein, surtout quand tu vois la gueule du nouvel ordre mondial. Regardez. Ça, c'est les dernières nouvelles qu'on a de Joe Biden. Après qu'il ait fait sa petite tournée européenne pour traiter Poutine de merde de caniche puante, il allait se faire vacciner sur scène et il ne sait même pas pourquoi il fait ça. So now I'm going to get my second booster shot. I'm not sure why I'm doing it on stage. I'm just afraid I'm getting it. Ça, c'est le leader du monde libre. Hein. Mr. President, what is the danger of Putin being left in the dark by his military advisors? I'm reluctant to comment. Tout est très lent, c'est normal. C'est parce qu'il a un certain âge, il faut le respecter. C'est un monsieur respectable, ou pas. C'est un monsieur qui aime beaucoup la guerre. C'est très lent, c'est très lent. Ouais, c'est fou. T'es là, tu fais oh là. Ça allait plus vite pour bombarder Belgrade, hein. C'est un truc de dingue. On y croit, bien sûr. Même lui, il croit pas. Tu vois, même lui, il est là. Oh, je fais ça pour rigoler. L'infirmière a un masque, tu sais pas pourquoi. Lui, il en a pas. J'en peux plus, en fait, de ce cirque. Je sais même pas comment on fait pour supporter encore ça. C'est un truc de dingue. C'est vraiment, mais insupportable d'en arriver là. Donc lui, alors, c'est son deuxième booster, donc c'est sa 4e dose. C'est le leader du monde libre. Pendant ce temps-là, en réalité, voilà, il est content. Il fait voilà. J'espère qu'on lui a mis un truc genre de l'EPO et tout pour que ça booste, hein, parce que c'est compliqué. Pendant ce temps-là, Chinois et Russes avancent leur vision d'un nouvel ordre mondial. Alors pendant que nous, on va être obligé de mettre 3 pulls, de mettre le chauffage à 10 degrés et de manger des racines, puisqu'il n'y aura plus de pâtes, la Russie et la Chine sont en train de préparer l'autre nouvel ordre mondial, celui où ils auront du gaz, ils pourront échanger. Alors c'est assez drôle, hein, de voir que cette guerre en Ukraine va totalement inverser les valeurs. Les mecs se sont dit, tout simplement, hein, de manière très, très, très cash. Le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, était dans l'est de la Chine pour un entretien bilatéral avec son homologue Wang Yi pour annoncer l'avènement du nouvel ordre mondial rêvé par les deux pays. Donc en fait, il y aura 2 ordres mondiaux. En fait. On va être dans un monde multipolaire. Nous, on a choisi celui du vieux Biden qui se fait picouser tous les 4 mois.
Mais c'est pour la liberté et la démocratie et le gaz liquéfié qui vient des États-Unis. C'est important. C'est important. Alors, le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a annoncé mercredi 30 un ordre mondial plus juste en partenariat avec la Chine lors de cette visite. Alors, ils vont parler d'Afghanistan également, puisque la Chine partage une frontière avec l'Afghanistan et a peur que ça serve de base arrière aux séparatistes ouïghours, hein, puisque la Chine n'aime pas trop les Ouïghours, vous le savez. D'ailleurs, heureusement qu'on a... comment il s'appelle Raphaël Glucksmann pour défendre les Ouïghours. Sans ça, ils seraient bien seuls, les Ouïghours. Alors, face à la résistance ukrainienne et à l'unité des démocraties occidentales qui ont pris des sanctions sans précédent contre elle, la Russie ne peut compter que sur la puissance chinoise pour échapper à un isolement économique total. Alors, il faut voir que tu as les Brésiliens, les Indiens, les Chinois, une grosse partie de l'Afrique et de l'Amérique du Sud qui sont avec les Russes. L'isolement, il est quand même plutôt de notre côté, là. Si on veut jouer à ça, hein, je veux dire, quand on aura nos 3 pulls et qu'on mangera des racines, on va dire « Ah, mais... avant, je pouvais rouler en voiture, mais ça, c'était avant. » Avant quoi ? Avant le nouvel ordre mondial. Mais maintenant, j'ai de l'argent digital et j'ai une identité numérique en ligne. C'est super. Mais par contre, je vais remettre un pull, il fait froid quand même cet hiver. Bon, ça risque d'être un peu comme ça, notre avenir, mais pas forcément. Donc, nous vivons une étape très sérieuse dans l'histoire des relations internationales. Je suis convaincu qu'à l'issue de cette étape, la situation internationale sera nettement plus claire et que nous dirigerons vers un ordre mondial multipolaire, juste et démocratique. Parce que le calcul de Poutine, c'est qu'après cette guerre en Ukraine, il y a un nouveau rideau de fer qui arrive et c'est choisis ton camp camarade, soit tu peux te chauffer chez toi, soit tu bouffes des racines. Hein, sachant que le rouble là va très bien, qu'il y a un cessez-le-feu à Mariupol pour évacuer les civils et que la bataille de Kiev n'a pas encore commencé. Hein. Il pourrait qu'elle commence et là ça pourrait être quand même un game changer. Un truc assez terrible. Enfin on ne sait pas trop. Toujours est-il que l'idée c'est d'opposer un nouvel ordre mondial à l'autre nouvel ordre mondial de Papy Schwab et les puissances occidentales ont mis en garde Pékin contre tout soutien au régime du président russe Vladimir Poutine. Enfin, il ne faut pas atténuer les sanctions, c'est pas gentil ça Pékin, vous jouez solo là, qu'est-ce que c'est ? La Chine n'en a rien à foutre de ce que disent les autres. C'est l'empire du milieu, c'est mieux tout ce qui est autour, c'est la périphérie, ça n'existe pas. T'as la Chine et puis t'as le monde autour de la Chine. Voilà, c'est comme ça que les Chinois voient le monde. Nous, on a la France et puis on regarde les Américains qui nous disent quoi faire et après les Allemands nous tapent dessus en disant « Fais ce qu'on t'a dit !» C'est l'Europe. Bah, ouais, évidemment, quand t'as les Chinois qui nous regardent, ils font « Qu'est-ce qu'ils font Ils font comme nous, ils sont en train de mettre le truc Covid, le digital. Ah, ils font comme nous. Ça va, c'est bien. Voilà, donc caractère illimité de l'amitié entre les deux pays face au rival américain commun. La coopération sino-russe est sans limite. Notre recherche de la paix est sans limite. Notre défense de la sécurité est sans limite. Et notre opposition à l'hégémonie est sans limite, a énuméré un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, interrogé sur la visite du ministre russe. Donc ce qu'a réussi Joe Biden, c'est à créer une alliance sino-russe qui va simplement détrôner la Pax Americana. Et pour longtemps, si vous voulez parler des relations internationales, on en est là. C'est un foirage total. Et pour les Russes, par contre, je pense qu'ils vont bien s'en tirer. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Bon, en attendant, nous, on a ça. Mais c'est pas grave. Et puis, on a aussi, si on en est à parler nouvel ordre mondial, on a eu le forum de la gouvernance mondiale à Dubaï, grâce à Papy Schwab. Et là, je vous mets le vrai Papy Schwab qui nous parle de famine. Bah oui, mais vous savez, c'était prévu. Enfin bon, écoutez-le, c'est formidable. Il a du mal à parler, je ne le trouve pas en forme. We do not yet know the full extent and the systemic and structural changes which will happen. However, we do know that global energy systems, food systems and supply chains will be deeply affected. Voilà, vous êtes prévenus. Mangez pas de pizza Buitoni, attention. Par contre, commencez à faire pousser des racines, des radis, du manioc, des trucs qui se mangent, des trucs qui demandent pas beaucoup d'eau non plus, parce qu'après ce sera la sécheresse mondiale. Il y a un rapport qui est sorti en disant ouh là là, mais attendez, ça a jamais été aussi sec là. On va tout droit vers une catastrophe complètement mondiale. Donc il sait pas trop ce qui va se passer, mais il sait quand même. C'est ça qui est bien avec Papy Schwab et Davos, c'est qu'il a déjà tout écrit sur un Bristol. Bon, on va manquer de maïs, on va manquer de manger.
Mais on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors en fait, ils savent très bien ce qui va se passer. Pour ça, il suffit d'écouter Pippa Malmgren, qui est une économiste, qui est une ancienne conseillère. Son papa conseillait Nixon, elle a conseillé des présidents américains. Et elle t'explique très bien ce qui va se passer. C'est pareil, c'est à Dubaï, c'est là, ils s'emmerdaient, donc ils sont là. Comment on va traiter les hamsters pour rigoler? Et elle te parle de l'identité numérique et de la monnaie numérique qui va arriver. Et regarde, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est écrit et tu peux pas tester. What underpins a world order is always the financial system. I was very privileged. My father was an advisor to Nixon when they came off the gold standard in 71, and so I was brought up with a kind of inside view of how very important the financial structure is to absolutely everything else. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new accounting is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private. But what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The US is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. And the question is, will that new system of digital money and digital accounting accommodate the competing needs of the citizens of all these locations so that every human being has a chance to have a better life? Because that's the only measure of whether a world order really serves. Oui, tout ça, c'est pour avoir une vie meilleure, vous avez compris. Hein. Non, c'est pas pour avoir un contrôle total des populations qui en auraient un peu marre d'être pris pour des cons et de bosser gratos, puisque bon, après, il va falloir donner un rein pour rembourser la dette, travailler gratos, travailler dès 5 ans, comme Timmy à la mine, hein, qui vous salue depuis sa mine. Mais c'est quand même génial. Bon, les mecs se font chier, ils sont à Dubaï et tout. Putain, quand est-ce qu'on va picoler? Et là, tu as Malmgren qui t'explique qu'un nouvel ordre mondial a besoin d'une superstructure financière, une nouvelle superstructure financière. Celle-là sera digitale. Et pourquoi? Tout simplement, la Chine le fait, les États-Unis le font, les Européens vont le faire aussi. Et pourquoi? Pour avoir une vie meilleure, du con. T'avais pas compris ça, toi? Ah oui, tu croyais que c'était pour être sûr qu'il n'y aurait plus d'économie aux blagues, tout ça. Donc les Russes sont en train de quitter gentiment la rive de ce truc-là en disant non, je suis pas sûr, on va faire autre chose, on va voir. Avec les Chinois qui joueront sur tous les tableaux pour être sûr de gagner à la fin, puisque l'Empire du Milieu étant ce qu'il est, le reste est la périphérie. C'est impressionnant ce qui se passe quand même. C'est-à-dire qu'il y a 4 semaines, dire nouvel ordre mondial, vous débranchez direct de tous les réseaux sociaux. Hein. C'est conspi, c'est pas possible. Là, tu as le Figaro qui parle de nouvel ordre mondial, Lavrov qui parle de nouvel ordre mondial, Macron, Biden, évidemment, Papy Schwab, c'est son travail. Tous sont en train d'essayer de nous vendre un nouvel ordre mondial. Mais pourquoi? Dans quel but? Qui sont-ils? Qui sont leurs réseaux? Qui est votre leader? En quelle année sommes-nous? Voilà les questions qu'il faut se poser, parce que nous vivons finalement dans un bouquin de Philippe Cadic. Il y a une de ses nouvelles aussi qui montre qu'il est le héros de sa nouvelle. Ouais, je vais vous donner un petit tuto pour un nouvel ordre mondial plus juste. On récupère l'argent dans les paradis fiscaux, on flingue toutes les mafias. Et je vous dis que déjà là, on ferait beaucoup de choses avec tout cet argent. Et voilà, c'est très simple. Et on empêche n'importe quel bipède d'être centimilliardaire, parce que c'est complètement bidon et débile et dangereux. Mais rien que lutter contre les paradis fiscaux et les mafias, rien que ça, mais réellement, hein, pas faire semblant, ça changerait totalement la face du monde. Mais comme c'est légal, comme nous dit Emmanuel Macron, mais ils avaient le droit, McKinsey, c'est légal. Moi aussi, j'avais le droit de tout foutre à Guernsey, c'est légal. Oui, justement, c'est bien le problème, c'est que c'est légal et que c'est à cause de mecs comme toi que c'est légal. Donc on va changer tout ça. Enfin, on peut rêver, enfin, on peut voter, enfin, on peut essayer de changer le monde. Sinon, on fera rien, vous savez, on fera rien, on n'y arrivera pas. Alors, non mais quelle chance nous avons de vivre en dystopie quand même, c'est formidable.
Donc le général qui s'est fait virer, les Chinois et les Russes, c'est leur nouvel ordre mondial. Et puis la France, le pays de Macron, vous savez, celui qui était le champion de la planète, le champion du climat, dont on a payé 1,2 milliard d'euros de taxes plastiques à Bruxelles. Eh oui, on est un mauvais élève. 1,2 milliard d'euros payés à Bruxelles en taxes plastiques parce qu'on recycle seulement quelques pourcentages de notre plastique. Faut bien trier, faut bien mettre dans le bac, mais en fait ça sert à rien parce que derrière on s'en fout, on crame tout. Et donc je vous lis l'article, c'est dans Les Échos. Voilà. L'Union européenne, c'est l'INSEE qui sort ça, les comptes des administrations publiques, les nouvelles recettes pour le budget de l'UE. Ah bah oui, ça s'appelle une taxe que nous payons, mais on aime l'UE. Il y a Ursula von der Leyen qui nous prend encore plus pour des cons que Macron, elle n'est pas élue, et on paye des taxes en plus pour qu'elle se fasse sa choucroute tous les matins pour nous traiter encore plus de connards. J'adore l'UE, j'adore, j'en mange au matin. Ah oui, c'est Bruxelles qui a imaginé ces taxes que nous payons pour financer son grand plan de relance. Et faire progresser la contribution de l'Hexagone au budget communautaire, 29,6 milliards d'euros par an en moyenne jusqu'en 2027. On va payer 30 milliards par an à l'UE pour en récupérer 60 milliards. Beaucoup moins que ce qu'on aura payé. Mais c'est pas grave, c'est parce qu'on est con. Non, c'est parce qu'on est intelligent, c'est parce qu'on fait ce que les Allemands nous ont demandé, sinon, pas cucu. La taxe plastique à la charge des États membres a été calculée en fonction du volume de déchets d'emballage en plastique non recyclé produit en 12 mois sur la base de 800 € la tonne. Au débeauté, on le met à combien ? Je sais pas, je demande à McKinsey. Combien on met la tonne de plastique ? Je sais pas, Michel ? Je sais pas, la tonne de plastique, je sais pas, 1000 ? Non, 1000, ça va se voir. 800 €, parfait. Allez, vous allez me payer 800 € de tonnes de plastique non recyclé. Qui a décidé ? C'est Michel, mais t'inquiète. Fais-le, s'il te plaît, paye-nous, sois gentil. Et donc, on a accumulé 1,5 million de tonnes en 2021. Voilà. On ne recycle que 28%. Nous sommes un élève médiocre du recyclage. Les déchets en plastique, un quart seulement sont recyclés. C'est Citeo, l'éco-organisme qui explique. En Allemagne, c'est la moitié qui est recyclée. L'Espagne également. L'Hexagone, c'est l'un des plus gros contributeurs à cette taxe à travers l'Europe. Mais bon, à partir de 2023, on ne paiera qu'1 milliard pour le plastique qu'on ne recycle pas. Non, parce qu'on va faire plus de plastique recyclé grâce à une loi sur l'économie circulaire. Mais si ça, c'est pas de l'arnaque, ça s'appelle comment, les gars ? Parce que je veux bien recycler le plastique et tout, mais c'est du racket. Organisé par des gens non élus et des cabinets de conseil. Encore eux qui vont t'expliquer que c'est bien, c'est pour la planète, du con. Ah, pardon, c'est vrai, j'avais oublié la planète. On oublie trop souvent la planète. C'est bien le problème. C'est qu'on oublie la planète. Mais il faut pas oublier la planète, c'est important. Mange ton plastique, mange tes enfants aussi, c'est bien pour la planète. Et respire une fois sur deux, s'il te plaît. Merci. Ah oui, c'est marrant, c'est toujours les Allemands qui, eux, payent moins, qui, eux, se démerdent bien. Et alors nous, par contre, c'est dès qu'on peut se tirer une balle dans le pied ou dans la tête, on le fait. Merci, elle est d'ailleurs, pour 6 mois d'abonnement. Merci à tous ceux qui s'abonnent. On est bientôt à 600 abonnements, 549. Allez, je compte sur vous pour faire les 600. Peut-être ce matin ou demain, on fera un matin câlin demain avec Antoine. Donc ça pourra faire quelque chose. Vous pouvez vous abonner via Prime ici, bien entendu, et partager le lien de cette revue de presse partout. Même si elle fout un peu le cafard, j'avoue. Tu te dis non, mais c'est pas possible d'être aussi con. Mais si, c'est le monde dans lequel on vit, ça s'appelle en vrai. Alors, via son plan d'investissement, c'est pas fini l'article. France 2030, écrit en partie par McKinsey, notamment sur le volet agricole. Le gouvernement a mis sur la table 300 millions d'euros pour le recyclage, avec l'intention notamment de soutenir de nouvelles technologies comme le recyclage chimique. Bon, encore une douille qui permet à des cabinets de conseil de s'enrichir en faisant investir des investisseurs dans un produit qui va pas marcher. En ce moment, la Startup Nation s'écroule. Je sais pas si vous connaissez un truc qui s'appelle The Family, qui était l'alpha et l'oméga du monde startup dans les années 2000-2010. Un de ses leaders, Oussama Ammar, et fondateur, est accusé d'avoir détourné 3 millions d'euros. Il est poursuivi par The Family. À l'époque, tu savais déjà que c'était un escroc. Les gens ont commencé à en parler il y a quelques semaines en disant « Ah oui, c'est vrai, Oussama, quand même. Aïe, 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 aïe. » Et puis là, une autre start-up tombe, Agricool, qui voulait faire des fraises hydroponiques en ville en disant « Tu pourras manger des framboises qui vont pousser sur des fientes de pigeons et qui vont grossir grâce à l'azote des voitures. » Encore un scandale financier. Évidemment, le produit ne marchait pas, mais ça a permis comme ça de faire transiter un peu d'argent
l'argent dans les poches de fils de, via des fils de, tout ça, fils de bonne famille avec une particule en l'occurrence, parce qu'il faut savoir que dans le monde de la Startup Nation, c'est incroyable le nombre de nobliaux qu'il y a. C'est un truc de dingue. Les mecs ont trouvé ça en fait, après l'école de commerce, plutôt que d'aller chez McKinsey, ils montent leur startup et là, t'as l'oncle, le tonton ou le papa qui file déjà la petite mise de départ et après, tous les mecs arrivent. Combien on se fait là dans l'arnaque ? C'est bon, je mets, paf. Et après, il t'explique, ouais, ici on bosse parce qu'on a un baby-foot, c'est super cool. Et derrière, vous avez sur ce substrat de la Startup Nation, la République En Marche qui est arrivée. Donc tout ça est en train de s'effondrer en ce moment, avec des procès, avec des mecs qui vont commencer à sortir les dossiers. Les cabinets de conseil, c'est un des dossiers qui va faire perdre Emmanuel Macron dès le soir du premier tour, parce que c'est disqualifiant et pour toujours. Mais voilà, vous avez le plan France Relance, par exemple, France 2030, encore issu de la tête des consultants. Il va falloir mettre tout ça à la poubelle et recommencer à zéro. On a perdu 5 ans et certains ont perdu un œil. Ils ne le retrouveront pas. Donc il va falloir vraiment, vraiment passer à autre chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite ? La Lituanie qui réclame un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Ah bah oui, pourquoi pas ? Oui. Bah, de toute façon, on n'en est plus qu'à 4 pulls, 5 pulls, 6 pulls. Bon, ça va, hein. Ça ira. Qu'est-ce qui se passe ? L'inflation accélère encore en mars selon l'INSEE. 4,5% en mars après 3,6% le mois précédent. C'est bien, on est bien. Mangez pas de pizza surgelée. Hein. C'est pas parce qu'il y a l'inflation qu'il faut... Non. Les racines. Radis, manioc, des racines. Un pull, une dose. Ouais. Et là, tu sauves la démocratie, t'es bien. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Je compte sur vous. C'est important. Et puis, les Échos qui s'inquiètent. Présidentielle. Qu'est-ce qui peut encore faire mentir les sondages ? Vous. L'article est long, je ne vais pas vous le lire, c'est bidon, mais en gros, si les abstentionnistes vont voter, on va rigoler. Alors les abstentionnistes, si vous êtes sur les listes de vote, si vous n'avez pas été rayé automatiquement par un algorithme parce que ça fait je ne sais pas combien de mois que vous n'êtes pas allé voter, allez voter. Juste pour qu'on rigole le soir du 10 avril et qu'on se dise « Ah bah, ça alors, il est pas au second tour, qui ça ? Mais l'autre là, avec sa moumoute là, il va pas nous refaire le coup de la pyramide. Le mec des cabinets de conseil, tu sais là, avec ses petits costumes, ses petits points là, comment il s'appelait ? Emmanuel Omicron, un truc comme ça. » Voilà, juste ce petit plaisir de voir la tête d'Olivier Dussopt, d'Amélie de Montchalin, de Gabriel Attal, comme ça le soir du premier tour. Il n'est pas qualifié, qu'est-ce qu'on fait ? Juste ça, faites-vous ce petit plaisir. On n'a pas beaucoup de petits plaisirs dans la vie. Juste ça, faites mentir les sondages qui sont déjà bidons, tout le monde le sait. D'ailleurs, ils essayent de dégonfler Macron à max parce que ça se voit que c'est complètement bidon. Le Pen, pareil, monte en sauce. La réalité, c'est qu'on peut avoir Mélenchon au second tour, un candidat de gauche au second tour, et un candidat de gauche même qui peut gagner. C'est un truc de dingue. Alors après, bon... Faut pas qu'il nous fasse une Tsipras. Hein. Donc il faudra être derrière, mordre au mollet en disant non, tu lâches rien. Hein, tu vas voir Papy Chouap direct. Hein, et tu lui expliques, les yeux dans les yeux. Écoute-moi, Klaus. et tu commences à parler comme Sarkozy, Jean-Luc. Plutôt que de parler comme Jean-Luc. Tu vois, parce que si Jean-Luc parlait comme ça ferait longtemps que les Français l'auraient aimé, qu'ils auraient déjà voté pour lui, qu'ils auraient déjà dit je fais confiance à ce gars-là, moi. C'est un gars en or. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy n'a toujours pas donné son soutien à Valérie Pécresse. Il y a des raisons pour ça. Pas personnel, il n'y a rien de personnel, mais vous savez, j'aime trop les Français pour m'engager d'une manière ou d'une autre. Je ne suis plus le candidat d'un parti, je ne suis plus l'homme d'un parti. Je suis l'homme d'un pays, moi. Je représente la France. Alors, je vais voir ce que les Français votent. C'est pas à moi de leur dire quoi voter. Mais j'ai un conseil à donner à mon ami Jean-Luc, c'est de parler comme moi. Puis d'aller prendre un peu des sous dans les paradis fiscaux, dans les Émirats, parce que les gens sont gentils, ils sont habillés bizarres, mais ils sont gentils, et ils ont plein de mallettes avec plein de billets d'or, ça permet de faire une chouette campagne. Et ils ont du pétrole aussi. Et ça, c'est important, le pétrole, surtout s'il n'est pas russe. Voilà. Donc voilà, c'est quand même voter. Voilà. Je ne vous dis pas pour qui, faites ce que vous voulez, mais c'est ce qui peut faire mentir les sondages et faire qu'on se marrera un peu le 10 avril qu'il va se passer un truc. Ce serait quand même assez drôle. Voilà, et puis virer les cabinets de conseil parce que c'est insupportable d'avoir été traité de la sorte par ces idiots. Ensuite, si, on finit là-dessus et après on se quitte, promis, pour cette revue de presse qui a duré comme il fallait.
1 heure, 10 minutes, voilà. Et réserver une place vide. Merci, Hydromélium. Oui, ils ont sorti aujourd'hui le protocole Covid dans les bureaux de vote. Alors, on dirait, comment ça va se passer puisqu'il n'y a plus le Covid, tout ça. Si, il y a le Covid, attention, déconnez pas. C'est un communiqué publié ce jeudi. Le gouvernement indique que le port du masque ne sera pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Surtout si vous êtes triple dosé, que si vous n'avez pas fait votre 2e booster, votre 4e dose, attention, gardez le masque et votez pas Macron. Hein. Attention, c'est dangereux. Le bulletin Macron rendrait le pass vaccinal obligatoire à partir de sa réélection et la 5e dose dès le mois de septembre. Donc méfiez-vous, hein, il y a des bulletins piégés. Et puis, des masques seront mis à disposition des électeurs ainsi qu'à celle des assesseurs et scrutateurs. Ceux-là auront aussi des autotests à leur disposition. Les bureaux de vote seront au moins aérés 10 minutes par heure. Voilà, ça c'est le protocole sanitaire du bureau de vote qui n'était pas encore publié. C'est un peu comme Jean-Michel Blanquer qui publie les trucs de la rentrée la veille dans le JDD. Bon là, ils ont pris quand même une petite semaine d'avance pour être sûr qu'il se passerait un truc. Ça c'est mon papa, tu vas où ? Mais c'est à 11h30. Hein. 11h30. Mais j'y vais avec toi. J'arrive. Bon, allez, je vous laisse. Allez, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Prenez pas tout ça trop au sérieux. C'était la revue de presse du Monde Moderne. On se retrouve demain. Fais ça. Allez, à tout à l'heure. Demain, plutôt pour Matin Câlin. Merci de vous abonner. Merci de partager le lien de cette revue de presse. Et le Monde Moderne vous aime. Vous êtes la commu formidable de Twitch. La meilleure, la plus belle, la plus formidable. Votez pour qu'on se marre le soir du 10 avril. Faites un effort. Votez.